tous, c'est Mélie sans Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation et j'avais envie de vous parler de ma lecture des Illusions de Saveloar que j'ai adoré. Voilà, tout simplement, on va commencer par là. J'ai lu L'Héritage des Rois Passeurs il y a longtemps maintenant, je pense que ça devait être il y a 1 an et demi, voire 2 ans. Peut-être même plus. J'avais passé un très très bon moment et je m'étais procuré les Illusions de Saveloar en e-book. Je l'ai un peu oublié, laissé de côté, j'osais pas trop me remettre dedans parce que c'était quand même une sacrée brique. Et je regrette tellement d'avoir laissé filer le temps et d'avoir laissé filer ma mémoire. Je pense que j'aurais encore plus apprécié, si possible, ma lecture des Illusions de Saveloar avec toute la connaissance du roman L'Héritage des Rois Passeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un livre qui raconte une histoire qui s'étale sur 9 années, ce qui est énorme. Alors en termes de fantasy, sur des cycles, sur des ères, sur des siècles, c'est pas gros, mais 9 ans pour un lecteur, c'est beaucoup. Et ces 9 années sont séparées en 3 livres différents et bien distincts qui sont chacun vraiment un cycle, voilà, dans l'histoire. Tout au long de cette histoire, beaucoup de liens vont se créer parce qu'il y a quand même alors il n'y a pas énormément de personnages, mais il y a un nombre certain de personnages qui vont se retrouver liés dans des circonstances improbables, qui vont vraiment créer de vraies relations profondes, qui vont se retrouver séparés, qui vont toujours penser les uns aux autres, qui vont se retrouver après des années. Et chacun de ces personnages, même les personnages secondaires, parce que bon, il y a beaucoup de personnages secondaires, ont un lien filial ou amoureux ou d'amitié tout simplement avec un autre des personnages, avec d'autres personnages. Ils ont vraiment chacun leur histoire, ils sont vraiment profonds, très intéressants et j'ai adoré ça. Je pense que voilà, un point que j'ai adoré avec ce livre, ce sont les personnages que j'ai trouvé très touchants, très émouvants, chacun à leur façon, chacun avec leur histoire, chacun avec leur manière en fait d'essayer de s'en sortir, de surmonter quelque chose, de vivre avec leurs valeurs aussi. J'ai trouvé ça passionnant. J'ai eu vraiment un pincement au cœur quand j'ai refermé ce livre. Autant quand on lit L'Héritage des Rois Passeurs, on sait que dans les Illusions de Saveloar on va retrouver certains personnages et avoir creusé plus loin dans leur histoire. Autant là voilà, c'est un one shot d'une certaine façon. Je pense qu'il n'y aura pas de suite, il n'y aura rien d'autre dans cet univers, il faut juste accepter de laisser les personnages partir et vivre leur vie. Pour vous faire un petit topo quand même, parce que là je me lance, je vous fais même pas de topo sur l'univers. On se trouve dans un univers de fantasy complètement imaginé, et en particulier cette histoire se passe dans 2 royaumes différents, sur 2 continents différents. L'un dans le royaume d'ombre et l'autre, j'ai oublié déjà le nom du royaume ou de l'empire d'ailleurs je crois. Enfin bref, ça commence dans cet empire et puis après on se promène pas mal. Dans le royaume d'ombre, qui est vraiment une terre puissante de magie, là où le berceau en fait de la magie, on trouve les magiciens qui ont le droit de pratiquer la magie, qui sont les seuls à avoir ce droit, et du coup qui chassent les magiciennes pour les tuer dès qu'elles sont détectées, dès que leur pouvoir s'éveille. Il faut soit les lobotomiser très clairement, soit les tuer pour qu'elles ne puissent pas nuire, qu'elles ne puissent pas développer leur pouvoir. Face à cela, des magiciennes ont réussi quand même à survivre et à se regrouper et à créer une société dans la forêt de Saveloar qu'elles protègent par des illusions qu'elles sont les seules à pouvoir maîtriser. Donc c'est une forme de magie qui n'est maîtrisée que par les magiciennes. Ça c'est pour ce qui se passe au royaume d'ombre, et en fait nous, notre histoire va commencer le jour où, sur un marché d'esclaves dans l'empire de l'autre côté de l'océan, un homme décide d'emmener avec lui 5 esclaves. Une très belle jeune femme, une autre parce qu'il l'a eu à moitié prix et qu'elle ressemble à une vraie sauvageonne, une enfant qui porte le nom de Bleu, et enfin 2 hommes, Horeb et Guilhem. Donc Guilhem vaillant et fort, et Horeb qui incarne plus la sagesse. Et donc ces 5 esclaves vont être emmenés au fin fond du désert, dans une cité, comme j'ai oublié tous les termes précis je ne peux plus vous dire, mais en gros une cité qui est dirigée par un demi-dieu, et donc tous leur objectif principal c'est de s'enfuir. Et en fait c'est cette expérience là qui va les lier tous ensemble.
Et le personnage central de cette histoire c'est tout de même Bleu, donc la même Bleu que l'on a rencontrée dans l'héritage des rois passeurs, et donc qui est une magicienne. J'ai trouvé le début de cette histoire assez difficile, pas du tout à rentrer dedans, au contraire là j'ai adoré. Alors voilà, tout de suite on est dans le vif du sujet avec des personnages très différents qui ont beaucoup de caractère, surtout qu'on commence à suivre en particulier Fel, donc qui est la jeune femme pulpeuse qui en fait s'est toujours servie de son corps pour se sortir de toutes les situations, et en fait elle a été prise pour être destinée au harem, tout comme l'enfant d'ailleurs. Je vous en dis pas plus sur le sujet, mais bon voilà, la jeune fille, la fillette presque, elles sont destinées au harem. Et je dis que c'est dur ce début parce que il y a quand même des scènes de viol assez décrites, voilà, qui peuvent mettre mal à l'aise, donc faut le savoir avant de commencer, mais bon c'est l'histoire et ça forge les personnages très très profondément. Et donc ces personnages, je vous parle de Fel là avec sa façon un peu de mépriser les autres et de jouer que pour sa pomme et de compter beaucoup sur son corps et sur sa force d'esprit. Il y a une évolution incroyable des personnages. Alors après il faut s'y attendre, hein. 9 ans d'histoire, il peut pas ne rien se passer. Le problème de ces 9 ans, pour moi en tout cas, c'est que du coup il y a des ellipses qui sont relativement énormes. Je ne sais plus si c'est une ellipse de 5 ou 10 ans, mais bon voilà, il y a un sacré laps de temps qui se passe. C'est normal au vu de la trame de l'histoire, hein, qu'on ne puisse pas suivre les personnages au jour le jour, ce serait pas du tout pertinent. Mais voilà, c'est vrai que bon... j'aurais aimé en avoir plus encore. Malgré ces ellipses, les chapitres s'enchaînent très très bien, on sait où on est, on sait avec qui on est. J'ai beaucoup aimé le rythme de cette histoire. Je pense que c'est beaucoup dû aussi à la plume de Manon Fargeton qui est simple au sens où c'est pas très lourd, il n'y a pas des descriptions de 20 pages. Les dialogues sont percutants et intéressants avec comme je vous le disais, la personnalité parfois très forte des personnages, leur complémentarité. Quand je dis que la plume est simple, c'est pas du tout un point négatif, c'est fluide. C'est pas lourd, il y a de très très belles descriptions, il y a de très très beaux dialogues. Souvent je vous le dis, hein, je surligne des trucs dans les romans. Et j'aime bien surligner d'une couleur différente, donc bon, je sais pas si vous verrez d'ici, en vert ou en jaune, selon si c'est un truc que j'ai bof aimé ou si c'est des trucs que j'ai bien aimé. J'ai surligné plein de passages en vert parce que j'ai trouvé ça très poétique en fait, très poétique ou alors très percutant et très drôle. Par exemple, juste ce petit bout de dialogue, où est Iris, s'inquiéta-t-elle? Parti chier, répondit cette dernière en surgissant derrière eux. Quelle élégance, murmura Guilhem. Tu chies jamais? Et en fait, voilà, ça c'est un petit truc que j'ai surligné parce que j'ai trouvé ça drôle et c'est pas des choses qu'on évoque souvent, qu'on trouve souvent évoquées en tout cas dans les romans. Mais il y a aussi d'autres passages très très poétiques. Je vais vous en retrouver un pour faire un peu la contrebalance et que vous n'ayez pas que cette vision là. Ils étaient d'or et d'ombre, elle était nacre, crépusculaire, douceur limpide et vive, crête moussue des vagues. Elle était mienne et j'étais sien, de l'abîme des blessures au scintillement des rêves. Le passage en question dure un peu plus longtemps, mais voilà, je vous le laisse découvrir comme moi je l'ai découvert dans toute sa beauté. Je vais arrêter de me répéter, mais voilà, en gros deux choses très très différentes qu'on trouve dans ce roman. Je vous ai parlé du début. Pour ce qui est de l'histoire, je vais pas vous en parler plus que ça. Sachez que voilà, il y a beaucoup d'action, il y a des réflexions politiques, stratégiques, alors pas énormément, c'est pas extrêmement creusé, mais il y a une petite approche par rapport à ça, par rapport aux pays voisins du royaume d'ombre notamment. Tout est lié un petit peu à la magie. On voit beaucoup plus que dans l'héritage des rois passeurs d'où vient cette magie, l'histoire des sorcières de Savloar, les différents aspects de la vérité. C'est super intéressant, on va suivre tous nos personnages qui se retrouvent séparés, qui suivent différentes histoires, qui vont se regrouper, se retrouver pour différentes raisons. Le seul petit bémol que j'ai peut-être par rapport à ça, c'est que j'aurais adoré avoir une carte, même si on se représente finalement assez bien les choses, enfin si on arrive à visualiser bien les choses par rapport aux descriptions. Moi c'est mon cas, je m'en suis plutôt bien tirée je pense pour savoir où étaient les différents pays, les différentes villes, mais j'aurais quand même aimé avoir une carte juste pour m'assurer que je vois pas tout de travers tout simplement, pour gérer les distances, comme on a différents personnages qui sont sur différents continents au même moment, qui doivent voyager d'une ville à l'autre, qui doivent aller de la capitale d'ombre à Savloar ou alors de Savloar à la côte et ainsi de suite. J'aurais bien aimé avoir ces détails de façon graphique
tout simplement je pense que ça aurait été un gros plus quand même. Et du coup je pense que je vais vous parler de la fin maintenant. Pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on peut lire indépendamment Les Illusions de Savloir et L'Héritage des Rois Passeurs? Oui, oui c'est possible, ce sont deux one-shots, mais ils ont un lien bien évidemment, le lien dans le personnage de Bleu. Ce qu'il faut voir c'est que de mon point de vue, si on les lit pas dans un laps de temps assez rapproché, on perd énormément, enfin sauf si vous avez une mémoire de dingue et je vous le souhaite, on perd énormément d'informations et c'est super dommage parce que les deux romans s'enrichissent l'un l'autre. Quand on lit, je pense que lire L'Héritage des Rois Passeurs d'abord c'est pas mal du tout, même je pense que c'est ce qu'il y a de mieux parce que finalement je pense que le plus important là-dedans c'est de découvrir toute la mythologie de cet univers, parce que c'est un univers dans lequel les dieux, on a la déesse du jour et la déesse de la nuit et le dieu du jour, je crois que c'est ça, peut-être l'inverse, qui sont des entités à part entière et des parties prenantes de cette histoire, qui ont un frère qui s'appelle le Gris. Elles sont vraiment des divinités en fait qui ont des enfants et des humains, qui sont des demi-dieux comme le gars dont je vous parlais au début, le Scar je crois qu'il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, ce sont des divinités, enfin c'est tout un univers, une mythologie qu'il est intéressant de découvrir je pense dans L'Héritage des Rois Passeurs, où on va suivre de mémoire une jeune fille du nom d'Enora, si je ne me trompe pas, qui atterrit dans le royaume d'ombre depuis le nôtre. Ça veut dire qu'elle n'en sait rien non plus, elle ne connaît pas du tout tout ça et elle le découvre et du coup on lui explique des choses en tant que nouvelle. Voilà, donc pour découvrir l'univers c'est top. Et après ce sont des connaissances que l'on a acquises pour la suite et là on peut carrément mieux comprendre l'intervention des divinités. Et d'ailleurs leurs interventions, j'y repense, servent parfois de transition dans les ellipses qui sont super bien faites. L'Héritage des Rois Passeurs c'est une histoire qui se passe sur de mémoire quelques jours voire quelques semaines, mais je suis pas sûre, c'est vraiment un laps de temps très très court. Et on retrouve ce laps de temps là calé dans Les Illusions de Savloir, où des événements vont se dérouler au même moment, où Bleu va intervenir, enfin on va la suivre quand elle intervient dans L'Héritage du Roi Passeur. Je sais pas si c'est très très clair ce que je vous dis, mais en gros on a toute la partie Héritage du Roi Passeur. On l'a mais du point de vue de Bleu, c'est-à-dire qu'elle n'a pas l'information sur qui sont tous les personnages que nous on connaît ou qu'on est censé connaître quand on a lu L'Héritage des Rois Passeurs. C'est super complémentaire et il faut pas hésiter à enchaîner, voilà je vous le dis parce que je m'en suis mordu les doigts et maintenant ça me donne juste envie de relire L'Héritage des Rois Passeurs. Et donc ça se passe vraiment sur la toute dernière partie du roman et je dois dire que la fin est incroyable. À la fin ça explose, voilà, l'action est là, il y a des décisions politiques qui doivent être prises, les choses sont reprises en main et c'est la suite directe pour le coup de L'Héritage des Rois Passeurs et ça aussi ça fait plaisir de voir comment les personnages qu'on a laissés ont un peu évolué dans leur choix politique du coup. Je vous ai déjà parlé plein de fois des fins que je préférais, et ben voilà on y est, une fin qui est douce mais amère, voilà il y a eu des pertes, il y a eu de l'action, il y a eu la guerre, il y a eu des morts, il y a des personnages qui seront blessés à jamais. Mais en même temps il y a de la douceur dans ces fins et j'aime ça, voilà tout simplement. Important aussi de préciser, donc ça c'est par rapport à tout le roman et pas uniquement par rapport à la fin, on va suivre beaucoup de personnages féminins, contrairement à plein d'autres fantasy où finalement il y a une ou deux badass, voilà. Là il y a vraiment pas mal de personnages féminins, il y en a 4, 5 et puis toutes les magiciennes qu'on ne compte pas, qui sont partie intégrante de l'histoire, qui sont des femmes à la recherche de leur liberté, à la recherche de leur indépendance, à la recherche de l'égalité, puisque finalement c'est tout le... Comment dire, c'est là-dessus que se base le roman, je vous en parlais, les magiciens qui chassent les magiciennes, les sorcières qui les exterminent. Donc voilà, c'est la lutte pour l'égalité homme-femme, mais depuis, enfin, du plus bas, là on peut pas partir de plus bas, hein, des hommes qui exterminent des femmes. Il y a aussi toute une réflexion sur comment obtenir cette égalité, c'est super intéressant. Donc leurs différents points de vue sur, est-ce qu'il vaut mieux fuir? Est-ce qu'il faut être pire qu'eux? Est-ce qu'il faut avoir la revanche? Ou est-ce qu'il faut faire mieux qu'eux? Comment faire évoluer la société? Comment lutter contre l'oppression? Comment rompre ce cercle vicieux en fait qui, voilà, un accident qui entraîne de conséquences lourdes pour toute une moitié de la population quand même. Est-ce qu'il faut contrebalancer avec davantage de violence? Mais dans ce cas-là, est-ce que ça va pas relancer le cycle une nouvelle fois? Et est-ce que ce serait pas les magiciens qui vont se terrer pendant des siècles avant de relancer la chose? Bref, beaucoup de réflexions là-dessus.
que j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'on peut le lire voilà, avec cet angle là de questionnement sur l'égalité homme-femme, la tolérance, la liberté, l'indépendance. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé, vous l'avez compris je pense. J'ai beaucoup aimé ce roman. Je suis encore une fois je vais pas dire agréablement surprise parce que franchement j'ai pas été déçue par Manon Fargeton, donc voilà, j'ai lu ces deux romans de fantasy. J'ai aussi lu Nos vies en l'air, j'ai lu Quand vient la vague, il faut que je lise en plein vol, et jusque là pas de déception, donc c'est vraiment une auteure qui vaut le coup d'être suivie. Je sais qu'elle écrit aussi pour la plus jeunesse, mais là très clairement dans le young adulte c'est super, nickel, il faut y aller, faut pas hésiter, faut foncer. C'est une briquette mais ça se lit tout seul. Je ne peux que vous le recommander et vous recommander du coup L'héritage des rois passeurs avec. Voilà, je m'arrête là pour de bon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je vous ai donné envie de découvrir ce roman, si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Dites-moi tout. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.